Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. Plutôt maussade du côté de la Haute-Savoie, j'espère qu'il sera meilleur là où vous êtes. Petite fan zone après quelques jours de repos, bien évidemment. J'ai pas voulu streamer trop cette semaine parce que, vu les horaires, je pensais que c'était plus judicieux de se focaliser un peu sur l'Euro, c'est une fois tous les 4 ans. Donc c'est pour ça que j'ai pas streamé aussi hier soir. Je me suis dit que ce serait plus judicieux de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit débrief de l'actu de la semaine, parce que mine de rien, l'Euro avance à grands pas. La Copa América, il y a eu quelques matchs qui se sont joués, même si c'est pas des, on va pas se mentir, c'est pas des gros chefs-d'œuvre pour l'instant. Petit point sur le tennis, sur la saison sur le gazon qui a officiellement commencé. On a laissé la terre battue derrière nous et on se focalise tout droit sur Wimbledon. Je ferai pas forcément de retour sur les sports auto, que ce soit MotoGP ou F1, parce que il y a eu que les essais libres pour l'instant du côté du Sachsenring en MotoGP et du Castellet en F1. Donc on se réservera peut-être plus ça lundi sur le VSD pour faire un petit retour plus focus sur les sports auto en espérant une belle perf des Français du côté du circuit Paul Ricard. Et du coup, voilà, comme je l'ai annoncé sur les différents réseaux sociaux, je voulais faire un nouveau format qui était un petit peu à l'essence de la volonté de créer cette chaîne. C'était de mettre le focus sur des sportifs qui ont marqué l'histoire de leur sport, et qui sont un petit peu oubliés depuis le temps. Donc, on verra ça en fin de stream. Ça sera pas un gros stream aujourd'hui, je pense, hein. Je pense qu'on va pas forcément dépasser les 1 heure. Mais voilà, je voulais mettre l'emphase sur un tennisman méconnu du grand public et dont l'histoire, à plus d'un titre, est bouleversante. Donc, je m'en garde ça pour la fin. Sans transition, on va basculer sur l'Euro 2020, qui réserve quand même, on va pas se mentir, je sais pas ce que vous en pensez, qui réserve pas mal de surprises. Il y a qu'à voir le match de l'Angleterre hier qui est un peu le reflet des 3 matchs de la journée d'hier, hein. C'était pas la journée du beau foot, du beau football. C'était un peu la journée des purges, que ce soit le match de la Suède, le Croatie-République tchèque et l'Angleterre-Écosse, dont j'attendais beaucoup plus, notamment du côté des Anglais. Ça a été très 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 compliqué, avec un Harry Kane qui s'est transformé en mode Casper pour l'instant depuis les deux premiers matchs. C'est compliqué pour les Anglais. Je m'attendais à beaucoup mieux de leur part. Alors on va faire un petit point sur les classements tous ensemble. On va commencer par le groupe de l'Italie. L'Italie qui a été énormément séduisante. Vraiment, gros plaisir de revoir les Italiens à ce niveau-là. On les avait laissés sur une non-qualification pour la Coupe du Monde qui avait été un traumatisme national pour nos voisins transalpins. De les revoir à ce niveau-là, alors j'ai vu pas mal de commentaires sur Twitter, sur d'autres réseaux, où ça racontait que oui, mais en face, c'est pas des gros pays, c'est la Suisse, c'est la Turquie. Euh, alors, les Turcs, on aura l'occasion de revenir dessus, c'est pas une franche réussite, mais c'est un pays quand même qui avait montré de belles choses ces dernières années. La Suisse est toujours une équipe qui est assez compliquée à jouer parce que c'est toujours assez solide. Et je trouve que l'Italie a été séduisante. Alors, il faudra voir contre des équipes d'un plus gros calibre dans la phase finale, parce que ça semble acquis qu'ils vont se qualifier sans forcer. Mais je suis très séduit. L'animation offensive, je trouve ça très intéressant. Il y a des joueurs qui se révèlent au grand niveau, comme Spinazzola, que je trouve monstrueux, notamment son premier match contre la Turquie. Barella, je le trouve toujours aussi impressionnant. Locatelli, alors avec son doublé, on parlait d'un potentiel transfert du côté d'Arsenal à 34 millions de livres. Alors j'ai pas le taux de conversion, mais on est sensiblement sur les mêmes montants en euros. Vu les deux premiers matchs qu'il fait, je pense qu'on va au moins inverser l'ordre des chiffres, ça sera 43 millions. Je le trouve assez monstrueux. Il confirme tout le potentiel qu'on avait entrevu du côté de Sassuolo. Le trio offensif, Berardi, Insigne, Immobile, ça roule sur la Serie A depuis plusieurs années, ça roule encore sur l'Euro pour l'instant. Donc un groupe A vraiment dominé de main de maître par l'Italie. Côté, côté Pays de Galles, c'est la bonne surprise, hein. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière quand on a fait la preview de l'Euro, je les voyais bon dernier du groupe. Je trouvais un groupe un peu émoussé, un peu
en fin de cycle. Ça passe, ça bénéficie d'une apathique équipe turque qui n'a pas su montrer un quart du dixième de son potentiel, je pense, qui a été vraiment dans la grosse, grosse galère. Les Suisses, sans être transcendants, c'est pas fou. Je pense que ça pourra peut-être aller chercher ouais, une troisième place à la rigueur selon comment se déroule le match contre la Turquie. Et pareil, je pense que le match nul qu'ils ont laissé échapper contre le Pays de Galles, ça leur fait beaucoup de mal. Côté groupe B, la Belgique, alors la Belgique, ça a été Dr Jekyll et Mr Hyde sur ce second match contre le Danemark. Une première mi-temps compliquée, hein, la première mi-temps des Belges, que ce soit je crois que c'est Alex De Castro, le youtubeur, streamer, slash commentateur d'RMC, que j'adore particulièrement, qui disait en première mi-temps la défense belge, c'est un concept des latéraux, pistons offensifs très très hauts, avec des défenseurs centraux en déambulateur. Ah, c'est clairement ça. Hein. C'est la défense belge. Pourtant, je sais que j'aime beaucoup des joueurs comme Denayer et tout, mais première mi-temps très compliqué, très 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 dur dans l'animation et dans le placement. Et en seconde mi-temps, un, comment dire, un seul être au moment qui est tout est dépeuplé. Le retour de Kevin De Bruyne, il avait des choses à prouver, le garçon. On sent que la dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain, c'était le visage tuméfié grâce à Rudiger en finale de Ligue des Champions. Il est revenu avec une volonté d'en mettre les points sur les i. Hein. Oula, le niveau du garçon, très 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 solide, Kevin De Bruyne. Hein. Et du coup, ça a libéré Lukaku. L'entrée d'Hazard, il y a toujours de belles choses quand il rentre. Je trouve que voilà, on retrouve un peu des fragments du hasard de Chelsea, en espérant que ça confirme un peu les bonnes choses entrevues. Mais là, je crois que c'est très clair. À l'heure actuelle, il y a deux tauliers dans l'animation offensive belge, c'est Lukaku et Kevin De Bruyne. Les deux ensemble, c'est ce que je disais à un pote pendant le match. Tu les mets les deux là avec 9 bouts de bois, ça peut gagner la Ligue 1 sans forcer. Hein. Tellement les deux, quand ils se trouvent, c'est du velours. Après, dans le reste du groupe, bon, bah, le Danemark qui passe à côté de son tournoi pour l'instant, mais ils ont des circonstances plus qu'atteignantes vu le premier match. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là pour le VSD lundi, je vous avais dit, ça me paraît quand même un petit peu bizarre cette histoire de les joueurs danois ont voulu reprendre par eux-mêmes le match. Il y a de plus en plus de soupçons comme quoi ils ont été un peu forcés de reprendre séance tenante, sinon c'était la défaite sur tapis vers 3-0, ce fameux match où ils ont failli voir leurs potes sur le terrain. Donc on peut remercier l'UEFA pour son grand élan de générosité et d'humanisme. Hein. Vraiment, ça fait toujours plaisir, plaisir à voir. Voir une telle sensibilité des hautes instances et un respect pour ceux qui font vivre cette instance, c'est-à-dire essentiellement les joueurs. Après, la Finlande qui fait son petit bonhomme de chemin. Personnellement, ils me surprennent agréablement. Euh, je- c'est dommage, je suis un petit peu déçu du match contre la Russie. Ça aurait peut-être pu aller gratter un petit match nul. Ça reste encore assez ouvert pour les places 2-3. Est-ce que le Danemark, je ne sais pas si mathématiquement ils peuvent nous faire un retour à l'arrache. J'aimerais vraiment qu'ils puissent gratter un truc, mais je pense qu'avec 3 points, ça va être compliqué. Dans le groupe C, des Pays-Bas, alors je l'ai dit sur Twitter, j'ai l'impression que les Pays-Bas, peu importe la génération, peu importe la compétition, ils ont toujours une équipe qui est ultra séduisante, avec des failles. Euh, Ça sera toujours la même, je pense, côté néerlandais, c'est la défense. Alors, ils ont des absents, ils ont des circonstances atteignantes. Mais je trouve l'équipe des Pays-Bas cette année plus qu'agréable. De Jong en régulateur au milieu de terrain, ah, c'est un bonbon. Hein. C'est un bonbon pour les yeux. Je dirais Omar da Fonseca, c'est un facilitateur de jeu. Voilà. Je pense il montre toute l'étendue de son talent. Dumfries qui est déjà à 2 buts. Dans le niveau latéral offensif, je pense que celui-là, il serait brésilien, il vaudrait 80 millions d'euros. Je trouve il y a un petit côté Dani Alves, je trouve, dans le profil que je trouve pas désagréable. Très sensible au talent de Dani Alves dans son prime barcelonais. Après, du côté du PSG, évidemment, si c'était en fin de carrière, c'était toujours un régal de voir Dani Alves jouer. De paille, évidemment, toujours aussi facile. Gini Wijnaldum, ah,
je vais pas vous mentir, étant supporter du PSG, je pense que c'est un des joueurs que j'espérais le plus voir signer au PSG cet été. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je pense que pour le PSG qui voulait densifier son milieu de terrain et vraiment faire un vrai step-up, je pense qu'ils ont mis la main sur potentiel. J'espère ne pas me tromper, vraiment, j'espère ne pas me tromper du tout. Ils ont mis la main sur une perle rare. Sans déconner, Gini Wijnaldum dans la capacité de projection, l'apport offensif et défensif, je le trouve juste monstrueux. Donc vraiment, c'est gros kiff de le voir du côté du Paris Saint-Germain la saison prochaine, en espérant qu'il n'ait pas de problème de blessure et qu'on retrouve le Wijnaldum pour l'instant ce début d'Euro ou sinon des saisons précédentes du côté de Liverpool. J'en serais plus que content. Dans les autres équipes, une équipe d'Autriche accrocheuse, pour le coup, vraiment plutôt une bonne surprise. Ukraine, Macédoine du Nord, je vais pas vous mentir, je l'ai pas forcément regardé, j'étais au boulot et c'était pas le match le plus alléchant sur le papier. Donc encore, ouais, encore une fois, c'est un groupe C où voilà, il y a le favori qui était prévu qui se dégage, un duel entre les deux équipes outsiders du groupe, l'Ukraine et l'Autriche, la Macédoine du Nord qui fait un tournoi plus que respectable avec les moyens qu'elle avait à sa dispo. Côté groupe D, pour l'instant, je trouve que c'est le groupe des déceptions. Sans déconner, j'attendais deux favoris qui se dégagent clairement du groupe. La Croatie, pour ceux qui ont vu le match hier soir à 18h, enfin hier soir, hier en fin d'après-midi à 18h. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en vrai, je me suis pas régalé du tout. Ils tiennent le match nul grâce à un but somptueux pour le coup de Ivan Perisic, qui va décrocher un gros Silmi dans le petit filet opposé en partant de son sacro-saint côté gauche. Après, ouais, on disait que c'était une équipe vieillissante, que ça n'avait plus rien à voir avec l'équipe de 2018. Bon, bah là, je crois que c'est clair. Ils font, ouais, j'aimerais qu'ils font peine à voir parce que ce serait leur manquer de respect, mais je trouve que l'animation offensive, c'est très compliqué. En phase 2, il y avait une équipe de la République tchèque valeureuse, courageuse. Il y a qu'à voir le but de Patrick Schick. Alors, c'est un penalty, mais quand tu vois la gueule qu'il a au moment où il tire, il a un nez, c'est carrément une patate, tellement il est explosé et tellement il est parti sur des nains assez larges. Voilà, c'est une équipe valeureuse. Je sais pas jusqu'où ça ira. Ça semble bien parti pour aller chipper une place dans les huitièmes de finale. Soit dans les deux premiers, soit dans les meilleurs troisièmes. L'Écosse, il n'y a pas grand chose à en dire. Si ce n'est qu'hier, ils ont failli faire le hold-up du siècle. Mais ils ont failli faire le hold-up du siècle surtout parce qu'en phase 2, il y avait le fantôme de l'équipe d'Angleterre, parce que je suis persuadé ils ont pris 11 mecs bourrés dans les tribunes et qu'ils leur ont mis des masques des joueurs de l'équipe d'Angleterre pour faire croire que c'était eux. Qu'est-ce que c'était pauvre les Anglais. Oh là là. Et pour une équipe qui se prétend aller chercher le titre, alors ils ont encore les moyens de rectifier le tir. Ils sont bien partis pour être qualifiés, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent aller chercher plus haut, je pense qu'il va falloir montrer autre chose, hein. Très clairement, il va falloir faire autre chose, parce que là, hier, j'ai l'impression qu'ils auraient pu jouer toute la nuit. Ils auraient pu terminer le match là il y a un quart d'heure, ils n'en auraient pas planté un, quoi. Je suis d'autant plus triste parce que, bon, on a parlé tout à l'heure, je l'ai mentionné vite fait sur le début du live. Harry Kane, qui d'habitude est le fer de lance de l'attaque anglaise, tu sens qu'il a un cœur gros comme la terre, il pourrait aller chercher les enfers. Là, c'est son fantôme, hein, clairement. Je crois que s'il touche 30 ballons par match, c'est un miracle. Alors, comme il disait hier sur Bein, il fait partie de ces attaquants qui ont besoin de toucher le ballon parce qu'ils sont impliqués dans la création et tout. C'est pas des attaquants, un peu comme Pipo Inzaghi à l'époque, où tu le mets dans la surface, il en touche 3 dans le match et t'en les deux au fond. Harry Kane, il est censé en toucher plus parce qu'il a ce besoin, on le voit du côté de Tottenham, il a ce besoin de créer, il a ce besoin de participer à la construction du jeu. Et là, très clairement, pour l'instant, c'est son fantôme, hein. Ça fait chier de le dire, mais c'est très compliqué du côté de Harry Kane. Alors, j'espère que les Anglais vont se ressaisir sur le dernier match, au moins, au moins pour aller essayer d'aller chercher la tête du groupe par principe, contre une équipe de République tchèque qui aura déjà réussi son euro, je pense, quoi qu'il arrive, mais qui voudra faire aussi bien si ce n'est mieux.
Et du coup, après, on arrive sur les deux groupes où bah, pour l'instant, il y a eu qu'un seul match. On en saura plus entre aujourd'hui et demain. On va pas se mentir, on finira évidemment sur le groupe de la France qui joue cet après-midi. Le groupe de l'Espagne, alors j'ai dit une bêtise, il y a la Suède et la Slovaquie qui ont joué hier. Alors, pareil, j'ai pas eu le match étant à 15h. Des retours que j'en ai eu, c'était potentiellement le pire match de l'Euro. Vu les stats, je peux tout à fait le croire. C'était très compliqué aussi apparemment. Surtout du côté suédois qui a pas su aller chercher mieux que mieux qu'escompté. On cherchait une victoire, mais c'est sans le prestige quoi. Parce qu'ils ont assuré l'essentiel du coup et pour eux c'est mission accomplie. Et ce soir à 21h, bon bah il y a l'Espagne qui va tenter de faire un peu de spectacle parce que vu le premier match qu'ils ont fait où c'était assez apathique, il y a nul doute qu'ils voudront faire mieux, j'espère pour eux. En phase 2, il y aura une Pologne qui est toujours aussi dépendante de Robert Lewandowski apparemment. Groupe E ouais, qui est pour l'instant pas axé sur un spectacle assez spectaculaire, hein. Vraiment c'est joué à qui passera le plus à l'arrache. Et on a aujourd'hui bah, le groupe F avec les deux affiches. France-Hongrie, j'ose espérer une victoire française. Il y a des rumeurs comme quoi Deschamps fera tourner effectif. J'y crois pas. Je peux potentiellement me planter. On en saura plus d'ici 4 heures. D'ici 4 heures, il y aura les compos qui seront sortis. Je pense qu'il va vouloir assurer les 6 points et la qualif, quitte à faire tourner contre le Portugal. Mais je pense que s'il a les moyens d'aller assurer une qualif et s'enlever un peu de pression, s'enlever un peu le tractard, il le fera tout à fait aujourd'hui. Alors non pas que les remplaçants français soient pas capables de battre la Hongrie, ça je pense ils sont tout à fait capables de le faire. Mais je pense qu'il voudra se donner les moyens d'aller chercher une confiance max avec l'équipe type avant d'attaquer les phases finales. Et dans l'autre affiche, bon bah il y a un match coup près déjà pour les Allemands qui vont devoir redorer un petit peu le blason suite à la défaite face à l'équipe de France, bien qu'ils n'aient pas été honteux, loin de là. On tient que sur un CC de Mats Hummels, ils ont su créer le danger, même si bon, ça aurait pu être un peu plus tranchant, mais je pense que l'Allemagne a encore des choses à prouver. Côté portugais, est-ce qu'un nul c'est déjà pas un bon point face à l'Allemagne pour s'assurer une qualif sur la phase finale? Ça peut être une optique, mais bon, après, je pense que s'ils ont les moyens d'aller chercher les 6 points ce soir, je pense ça sera tout bénef pour eux. Et pareil, hein, on le sait, ça va être une véritable affiche à 18h à suivre. On fera évidemment le débrief lundi, un petit débrief de l'Euro et quelques matchs où on en saura un petit peu plus à l'approche de la dernière journée de l'ensemble des poules. Alors du coup, l'Europe, c'est fait. On va passer chez nos amis sud-américains sur cette Copa América au format un petit peu original, puisque d'habitude, la Copa América se fait à 12 équipes, mais là, en invitant deux équipes des autres continents. Je sais que la dernière édition en 2019, c'était le Japon et le Qatar qui avaient rejoint la Copa América. Ça permettait de faire trois groupes de quatre et que tout le monde joue sous la même périodicité, on va dire. Bon, très clairement, pour l'instant, cette Copa América, à exception faite du Brésil, je trouve qu'il a survolé ses deux premiers matchs 3-0 puis 4-0. Alors, c'était pas contre des foudres de guerre, mais ils ont fait largement le travail. Les autres favoris slash gros outsiders, que ce soit l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie, c'est très pénible dans l'approche, c'est pas fou du tout. Ça met du temps à se lancer, on voit les stats, hein, au niveau des buts, la colonne BP, la but pour, ça finit souvent, si on regarde un petit peu les scores, ça finit souvent sur des 1-0, un partout. C'est pas axé sur le beau jeu. Très clairement, on n'est pas sur le beau jeu pour l'instant. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'il y a moyen de faire. Les équipes ont aligné quasiment toutes leurs grosses pointures. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux en termes de spectacle. C'est un petit peu dommage. Après, bon, c'est que le début de la compétition, hein.
Chaque équipe va jouer 4 matchs de groupe. Vous voyez, en bleu, c'est les équipes qui seront qualifiées. Il y aura 4 équipes qualifiées par groupe. Il y a une seule équipe qui se fera sortir dans chaque poule. Après, on arrivera vite sur les huitièmes de finale, donc il y aura potentiellement plus de spectacles. Faut espérer, parce que pour l'instant, c'est très, 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 très compliqué aussi niveau Copa América. On a fait petit tour de foot. On va évidemment parler de tennis. Est-ce qu'on se fait un petit point NBA aussi, parce que les choses ont pas mal bougé cette, euh, cette nuit, avec, si je ne dis pas de bêtises, la qualification des Clippers contre le Utah Jazz, qui se qualifie en finale de conf 4-2. Les Sixers qui ont été chercher le sixième match pour rester en vie contre les Atlanta Hawks, qui va nous offrir un Game 7, le deuxième Game 7 du coup de ces demi-finales de conférence, puisque demain, dans cette nuit, du coup, il y aura le Game 7 entre les Nets et les Bucks. Le Jazz qui avait, bon, on a eu l'occasion d'en parler avec le sacre de Rudy Gobert, qui avait fait une très belle saison, qui avait fini premier de conférence ouest. Et se sortir en demi-finale, c'est peut-être le palier qui manquait. En plus, il y a d'autant plus de regrets que les Clippers sont privés à l'heure actuelle de leur meilleur joueur, Kawhi Leonard, qui est blessé pour une durée indéterminée, qu'on reverra peut-être d'ici la fin des playoffs, mais rien n'est moins sûr. Et qui se prend 39 points de Terrence Mann, qui était un joueur relativement inconnu et qui a explosé cette nuit. Donc le Jazz, je pense qu'il peut nourrir certains regrets. Et ça va nous donner ça va nous donner déjà une finale de conférence entre les Clippers, qui auront peut-être laissé un peu d'influx nerveux contre le Jazz, vu qu'ils sont qualifiés en 6 matchs, face à des Suns qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, on va pas se mentir, qui surprennent tout le monde cette saison, qui ont sweepé les Nuggets de Denver 4-0, et qui arrivent avec pas mal de certitudes, mais peut-être un petit peu de relâchement, vu que ça fait quelques jours qu'ils n'ont pas joué, du fait d'avoir fini leur série plus tôt, donc il faut voir dans quel état ils vont être au moment d'entamer cette finale de conférence. L'histoire nous l'a prouvé, souvent les équipes qui terminent tôt comme ça, soit elles ont le temps de faire un peu la paix au niveau organisme et ils arrivent chargés à bloc, soit des fois bah, ça coupe un peu la dynamique, ça coupe un peu l'enchaînement des matchs et ils tapent un peu dans le mur quand il s'agit de remettre les gaz. Donc c'est à voir, c'est un petit peu, bah, c'est clairement un double tranchant. Il faut voir aussi l'état de santé de Kawhi Leonard et dans quelle mesure il va pouvoir revenir. Et bon bah la conférence Est, ça va se jouer sur les 2 prochaines nuits, donc on en saura plus qui sera qualifié entre Brooklyn et Milwaukee et Philadelphie et Atlanta. Quoi qu'il arrive, très clairement, ça sera du lourd. Je pense que le vainqueur de Nets Milwaukee pourra aller très très loin dans cette saison NBA. Je pense même que le vainqueur cette année peut se trouver clairement à l'Est. Du moins sur le papier, c'est pas compliqué de le croire. Petit point NBA, bon bah on vient de le faire. On va rebasculer sur le tennis, puisqu'on s'était quitté sur un Roland Garros et terminé en apothéose avec le sacre de Djoko. Et ça n'a pas chômé, hein. La reprise sur gazon. Côté homme, il y a eu 2 tournois principaux qui se sont déroulés. Il y a eu le tournoi de Halle, avec une très belle perf française. Il faut mettre le crédit sur Hugo Humbert, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, qui s'est octroyé le luxe de sortir en huitième de finale en développant un niveau de jeu assez astronomique. Un des favoris du public qui est régional de l'étape, Alexander Zverev, devant Chahune. Plus personnellement, je voyais très bien aller au bout. J'étais pas du tout contre le concept. Donc, un tournoi pour l'instant qui se déroule pas trop mal. Les demi-finales sont aujourd'hui avec Hugo Herbert donc, qui s'est qualifié et qui ira affronter Félix, le prodige canadien, qui tarde un peu à confirmer, mais que j'espère voir réussir, Félix Auger-Aliassime. Et dans le demi-finale, Alexander Roublev contre Nicolas Basilashvili, dans une opposition de style. Personnellement, je veux bien une petite finale Roublev contre, allez, on va dire Hugo Humbert porté par sa semaine folle, bien que Auger Aliassime ait fait un très beau tournoi puisqu'il s'est octroyé la victoire de prestige contre Roger Federer.
Après, il a confirmé contre l'Américain Matt Guerin. Pour l'instant, ouais, pour avoir regardé pas mal de matchs de A à l'E, j'ai trouvé le niveau assez intéressant, sur une surface aussi que les joueurs redécouvrent pour la plupart cette saison. Donc le niveau était assez intéressant. Dans l'autre tournoi principal masculin, le tournoi de Londres, pour l'instant, il n'y a pas de grosse surprise avec la tête de série numéro 1, Matteo Berrettini, qui est toujours en lice en demi-finale, après avoir sorti notamment, qui a fait un strike côté anglais en sortant Andy Murray, le revenant Andy Murray en huitième de finale, et David Evans, tête de série numéro 6, en quart. Après, au niveau des autres favoris, alors je crois que du coup Alex de Minaur, voilà, qui va affronter Berrettini aujourd'hui, tête de série numéro 4, et dans l'autre demi-finale, il y a eu Nori qui s'est qualifié et qui jouera donc contre le vainqueur du match entre Fabrice Tiafoe et Chapovalov, le Canadien, tête de série numéro 2, le match qui s'est pas terminé hier, qui est interrompu en raison de la fin de journée. Du coup, c'est un petit peu, je pense aussi pareil, ça va laisser des traces au niveau physique, ce match interrompu. Et on saura un petit peu plus du côté du tableau masculin dans les prochaines heures, du moins sur la fin du quart de finale entre Tiafoe et Chapovalov. Côté féminin, alors, je ne vous cache pas que je suis un petit peu moins le tennis féminin, un petit peu de mal avec le manque de régularité des favorites, et ce constat va clairement se vérifier parce que voilà, je voulais vous mettre l'attention sur un phénomène assez particulier sur le tableau de Berlin. Les 4 têtes de série, donc les 4 joueuses les mieux classées côté féminin, se sont toutes faites sortir au premier tour, auquel elles étaient censées participer en huitième de finale. Que ce soit Svitolina, tête de série numéro 2, qui se fait sortir par Alexandrova, Andreescu qui se fait sortir par Alizé Cornet, Pliskova qui se fait sortir contre Pegula, et Madison Keys qui sort la tête de série numéro 1, Arina Sabalenka. Ça laisse un tableau ouvert, mais voilà, ça confirme un petit peu le point sur lequel j'ai du mal avec le tennis féminin, c'est ce manque de régularité et c'est le fait qu'on n'arrive pas forcément à avoir une hiérarchie, je trouve, établie au niveau féminin. C'était pas forcément le cas il y a quelques années chez les femmes, avec je pense par exemple notamment la domination des sœurs Williams ou Sharapova, où il y avait même Justine Henin-Arden et Kim Clijsters pour les plus anciens. Il y avait une hiérarchie qui s'établissait avec des favorites qui étaient régulières dans leur participation. Je trouve que maintenant, voilà, il y a plus un classement. Alors, certains trouveront ça peut-être plus intéressant, le fait qu'il y ait justement du renouvellement, mais je trouve que pour s'attacher on va dire, à une hiérarchie, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, voilà. Alors, on a fait un petit peu le tour des actualités brûlantes de cette semaine. Alors aujourd'hui, voilà, je vous l'ai dit en début d'émission, on va parler d'un joueur qui a marqué son temps, qui a marqué son histoire. C'est le premier format un petit peu des légendes oubliées. On a, alors je pense que vous l'avez à l'écran, c'est le jeune homme au look de comptable ou d'avocat. Ce joueur est une légende du tennis américain. Son nom, Richard Norris Williams II. Alors, on va faire plus court. Ses amis, son nom d'usage était Richard Williams, et ses amis, et dans l'histoire, il sera connu en tant que Dick Williams. Alors, vous allez me dire, ce mec ne paye pas de mine, qui c'est, il fait quoi? Richard Williams, donc Dick, est né du côté, pas loin de chez moi, du côté de Genève, le 29 janvier 1800. Je dis bien 1891. D'accord? Son père, Dwayne Williams, est un avocat issu d'un milieu assez aisé. Et c'est un passionné, un grand mordu de tennis, sport qui à l'époque est vraiment réservé à la haute société mondiale. Et du coup, c'est un petit peu, voilà. Richard Williams grandit dans ce milieu-là. Son père est un des fondateurs de la Fédération internationale de tennis, société qui court encore, société et structure qui encadre encore le tennis à l'heure actuelle. Et Richard rêve de tennis, passionné, il grandit avec ça. Il est champion de Suisse junior, puisque évidemment, en grandissant du côté de Genève, il a tout le loisir de s'entraîner dans ce beau pays helvétique. Mais Richard, il rêve de grandeur, il rêve de hautes études, voilà. Il rêve aussi de marcher dans les traces de son papa, d'être
un sportif accompli, et à l'époque, vu que c'était pas encore des sportifs professionnels, il fallait un métier à côté. Et lui, il se veut avocat ou banquier. Et pour ça, il se dit qu'aller faire des belles études, c'est forcément un point clé. Et à 21 ans, en 1912, il décide d'aller visiter les infrastructures de la prestigieuse université de Harvard, du côté de Boston, pour potentiellement viser une inscription. Donc il se dit qu'il va aller en repérage, il a le temps avec son papa, qui veut l'accompagner pour aller visiter. À la base, ils doivent aller faire un voyage du côté d'Harvard au mois de février de 1912. Alors à l'époque, il n'y a pas encore d'aviation, tout se fait par bateau. Et en février 1912, Richard contracte la rougeole. Pas de bol. Du coup, le voyage est reporté. Et bon, bah, pour ceux qui ont quelques notions de conception navale, en 1912, il y a un bateau qui attire l'attention de tout le monde, puisqu'un bateau, c'est un paquebot. Il est conçu, imaginé comme le plus grand paquebot de l'histoire, aussi monstrueux qui ultra luxueux. Enfin, je pense que vous avez déjà dû entendre son nom, on parle du HMS Titanic. Voilà, donc logiquement, vous voyez peut-être où je veux en venir. Le Titanic des chantiers navals, son chantier naval, qui est prêt à partir, commence à prendre la mer. Et l'occasion est trop belle pour la famille Williams, que ce soit Richard ou son père Dwayne. Ils se disent bon bah voilà, on a l'occasion d'aller aux États-Unis, on a la chance d'avoir accès à les moyens de se payer un trajet sur ce paquebot, sur cette première historique. Et ils décident de grimper à bord du Titanic. Ils ont failli louper leur train, puisque le taxi les a emmenés à la mauvaise gare du côté de Paris. Ça, taxi parisien, comme quoi c'est pas un phénomène nouveau, que le sens de l'orientation, c'est pas forcément leur spécialité. Et ils arrivent à l'arrache à prendre leur train du côté de la gare Saint-Lazare et arriver à Cherbourg, lieu où ils vont embarquer sur le Titanic. Les 4 premiers jours, c'est un monde féerique, évidemment. On parle du paquebot le plus luxueux, pour ceux qui ont vu le film de James Cameron. Bon, bah voilà, en vrai, si on exclut la fin, le bateau est magnifique. Le bateau le fasse, c'est toute la haute société qui se retrouve à bord. Ils se retrouvent avec des banquiers ultra célèbres, des célébrités. L'histoire est, voilà, c'est un conte de fées pour le jeune Richard qui se dit que son rêve américain commence pas trop mal. Et survient, bon, bah, iceberg droit devant, tout ça. Je vais pas vous refaire l'histoire du Titanic, hein, je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Iceberg droit devant. Le bateau qui touche l'iceberg, tout le monde se dit, bon, c'est pas grave, c'est bon, c'est un iceberg, le paquebot il est insubmersible. Bon, il s'avère qu'il l'était pas. Peu dommage. Donc au moment où le bateau touche l'iceberg, le choc est assez réveille un petit peu la famille Williams qui était partie se coucher assez tôt pour repartir sur de bonnes bases le lendemain. Et son père, à Richard, donc Dwayne Williams, a déjà vécu une collision comme ça sur un bateau, une collision avec un iceberg. Il faisait partie d'un bateau qui s'appelait l'Arizona, 33 ans avant, et qui a touché un iceberg, mais qui n'a pas coulé. C'est-à-dire que bon, bah, ça a laissé des dégâts, mais ils ont eu le temps d'être secourus, et le bateau, à la limite, s'est déroulé sans encombre. Tout le monde se dit, du moins le père de Richard Williams, il dit, bah, écoute, si l'Arizona a tenu, franchement, on est sur le Titanic, son premier trajet, le machin il est indestructible, ça va le faire. Mais bon, petit vent de panique quand même. Genre, bon, ça craint rien, mais pas trop serein quand même. Du coup, ils se disent que, bon, bah, comme tout le monde, ils suivent le mouvement de foule, ils vont se rendre sur le pont des embarcations pour voir un peu comment s'organise la fuite. Et au moment où ils sont dans les couloirs, ils sortent de leur chambre, ils entendent une femme qui est bloquée derrière la porte. Ça, c'est juste une anecdote, hein, c'est pour le côté théâtral de la situation. Et Richard va la sauver en mettant un gros coup d'épaule dans la porte pour qu'elle puisse se dégager. Alors, si j'ai pas vu Titanic, je vais pas vous mentir, mais il me semble que James Cameron a repris l'anecdote avec DiCaprio derrière pour,
pour les besoins du film. Donc ils arrivent sur le pont des embarcations. Et bon, bah, l'histoire, on la connaît. Il y a beaucoup plus de passagers que ce qu'il y a de place pour partir. Au moment où le bateau commence à sombrer, ils sont expulsés par-dessus bord. Richard et son père. Et on se dit que ça va être compliqué. Très clairement, ça va être compliqué. Ils sont expulsés par-dessus bord. Ils ont pas, il faut très bien qu'ils n'ont pas pu monter à bord des bateaux pneumatiques. Et au moment où une des 4 grosses cheminées du Titanic s'effondre, l'une d'elles tombe sur le père de Richard Williams. Donc le combo ou à moins 4 degrés plus cheminée géante qui tombe sur la tête fait pas bon ménage, puisque bah, le père de Dick Williams meurt évidemment sur le coup. Bah, l'histoire pour l'instant, vous en conviendrez, pas non plus la plus joyeuse au monde. Mais Richard, il s'accroche à ses espoirs, et il retombe sur un bout sur un peu sur une planche, je dirais, pour faire l'analogie avec le film, mais c'est un bateau un peu de survie, mais à moitié démonté, qui prend un peu la flotte. Et ils sont 30 à s'accrocher à ce faible espoir qui constitue un bout de bois. Ils sont 30 à s'accrocher. Il y en a 19 qui vont périr. Il y en a 19 bah, l'eau étant à moins 4 degrés, je le rappelle, le nord Atlantique au mois d'avril, moins 4 degrés, plus la nuit, plus la température, ça fait un combo assez létal. Et pendant des heures, ils vont dériver. Comme je l'ai dit, sur les 30, il y en a 19 qui vont sombrer dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Mais Richard, lui, s'accroche. Il s'accroche parce que bah, il a promis à son père qu'il irait jusqu'au bout. Et c'est pas le genre à baisser les bras. Vous allez voir par la suite, coûte que coûte, il ira au bout du truc. Au bout de plusieurs heures, ils sont rattrapés par un bateau, comme bon nombre des passagers du Titanic, du moins tous ceux qui ont survécu. Un bateau qui s'appelle le Carpathia, où il recueille, je crois, 750 passagers, si je dis pas de bêtises. J'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 750. Euh, où ils sont tous auscultés un par un pour voir un peu l'étendue des dégâts. Alors évidemment, ceux qui ont pu prendre les bateaux de survie sont moins touchés, si ce n'est par le froid de la nuit au large. Mais le Richard, il est ausculté par un médecin qui, au moment où il découvre l'état de ses jambes, voit des jambes quasiment violettes. Encore une fois, bon, bah, l'hypothermie, le froid a laissé des séquelles assez indélébiles. Et le médecin lui dit, écoute, si jamais tu veux survivre, il n'y a pas 36 solutions. Euh, En vrai, il faut t'amputer les deux jambes. Clairement, on n'a pas le choix. Si tu veux survivre, c'est les deux jambes. C'est tes jambes ou la vie, parce que là, c'est trop sale. Ils craignent une gangrène, donc ils disent, bah, pour éviter la gangrène, éviter que ça se propage dans tout ton corps, c'est tes jambes. Richard, il dit non. Il dit non, 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 non. Je rêve de devenir joueur de tennis. Je fais ça depuis que je suis tout petit, c'est ma passion. C'est mes jambes, voilà. Je perds pas mes jambes. Quitte à y passer entièrement, de toute façon, je viens de perdre mon père, c'est compliqué. Je ne faut pas du récit dans le texte, hein. Vous pouvez imaginer la situation. Donc le médecin lui dit, écoute, je comprends. Par contre, il y a une seule solution, c'est qu'il faut réactiver tes jambes le plus vite possible. Donc tu vas passer par-dessus la douleur, tu vas t'accrocher, tu vas marcher en permanence. Dès que tu te déplaces, tu marches le plus possible. Tu marches, du moins jusqu'à temps qu'on arrive aux États-Unis. Tu cavales, et il me dit on va espérer que le sang se remette à circuler à peu près normalement dans tes jambes. Il me dit si tu veux pas l'amputation, c'est la seule solution. Et pour l'aider, il y a un autre passager, un autre escapé du Titanic qui s'appelle Carl Baer. Carl Baer, qui est lui joueur de tennis aussi confirmé, membre de l'équipe américaine de la Coupe Davis. Alors, est-ce qu'on a une petite photo de l'ami Carl Oberberg, voilà. Je suis désolé pour la qualité d'image. Ça fait un peu photo d'identité. Carl Baer, lui, son histoire, elle est plus simple. Alors, lui était aussi concerné par le Titanic, mais il était en famille avec sa femme, ses beaux-parents. Et quand son épouse, enfin sa conjointe demande s'ils peuvent embarquer sur un des canaux pneumatiques,
le dirigeant de la White Star Line, donc le copropriétaire du Titanic, qui dit bah ouais, vous pouvez tous monter. Alors qu'on le sait, dans la logique, ça aurait plus été les femmes et les enfants d'abord. C'est souvent le leitmotiv qui revient. Euh, le dirigeant de la White Star Line considère que bon, un soutien de Carl Baer, lui un athlète en pleine forme de l'âge, pour ramer, ça sera toujours un prompt renfort. Donc toute la famille Baer monte sur le bateau. Alors, s'en suivra un sentiment de culpabilité, je dirais, que Carl Baer a expliqué, parce qu'il estime qu'il s'en est sorti là où d'autres auraient pu s'en sortir à sa place et étaient peut-être plus méritants, entre guillemets. C'est les retours qu'on a eus. Toujours est-il qu'une fois arrivé à New York, euh, Carl Baer a aidé le jeune Richard Williams, qui l'admire, à revenir sur ses jambes. Vraiment, revenir sur ses jambes, c'est pas juste une métaphore, c'est au sens propre du terme. Et les deux tracent leur route chacun de leur côté, sans forcément, même s'ils fréquentent le même milieu tennistique, sans forcément se croiser. Et en 1914, lors du tournoi de l'US Open, hasard du calendrier, Richard Williams a repris le tennis avec un assez beau succès, puisqu'il l'année d'avant, il gagne déjà un titre du côté de l'US Open en double mixte. En 1912, pardon, l'année même de l'accident, il revient encore plus vite que prévu, il gagne le double mixte, et il gagne le titre. Il fait une finale chez les simples messieurs en 1913. Et en 1914, les deux hommes se recroisent en quart de finale pour une confrontation dont beaucoup ignorent le sens, parce que l'histoire n'est pas forcément médiatisée à l'époque, l'histoire de ces deux survivants. Et les deux hommes font un match, et l'élève clairement dépasse le maître. Le jeune Dick Williams va chercher une victoire contre Carl Baer en 3-7, 6-1, 6-2, 7-5. Il n'y a pas forcément eu de suspense. Et l'anecdote raconte qu'au moment où il se retrouve au filet pour un échange de main, un échange de poignées de main, pardon, un peu plus symbolique, Carl Baer dira en rigolant: j'aurais dû les laisser t'amputer. Voilà. Euh, de là va naître une véritable amitié entre les deux hommes, puisque Richard Williams va également se qualifier pour une nouvelle finale, et Carl Baer, qui a une certaine affection pour son jeune compatriote, va lui proposer d'être son sparring partner, et il va s'en suivre une longue discussion où ils vont échanger leurs souvenirs sur le Titanic, et du moins leurs angoisses, leurs cauchemars, et ça va être une sorte d'un petit peu de thérapie pour les deux hommes, qui vont pouvoir mettre des mots et partager leurs souffrances et leurs troubles. Et Richard va disputer sa finale contre un des prodiges du tennis américain à l'époque, Maurice McLaughlin, qui va gagner pareil. Il va aller chercher son premier titre et son seul titre du coup dans l'histoire, son seul titre du Grand Chelem en solitaire, au terme d'une finale en 1914. D'ici là, après, il y aura évidemment la Première Guerre mondiale qui va laisser là aussi pas mal de traces. Et bah, vous voyez, alors du coup, je vous affiche un petit peu son palmarès. Il ira chercher un deuxième titre en simple messieurs, parce que les Américains étant rentrés tard dans le conflit, en 1916, ça jouait encore. Il fera une très belle carrière au niveau du double, puisqu'il ira chercher 3 titres du Grand Chelem chez les doubles messieurs en 1920 du côté de Wimbledon, et puis 2 titres en fin de carrière chez les doubles messieurs de l'US Open. Pas mal de finales. Et il ira aussi chercher 5 Coupes Davis avec la team USA, dont 2 où il sera accompagné de Carl Baer. Donc les deux hommes vont après mener leur vie assez calmement. L'histoire sera belle, ils auront tous les deux une belle carrière en étant des rescapés des naufrages les plus, si ce n'est le naufrage le plus célèbre du monde. Richard Williams sera banquier, Carl Baer deviendra avocat. Carl Baer, vous voyez à l'écran, il finira par disparaître le 15 octobre 1949, à l'âge un peu plus respectable de 64 ans. Et Richard Williams, quant à lui, ira chercher un titre olympique aussi, j'ai oublié de le mentionner, en double mixte, avec sa partenaire, on la voit sur cette photo, Hazel Hodgkins Whiteman. Au niveau vestimentaire, on va pas se mentir, on est très loin des tenues de maintenant. On est sur des tenues beaucoup plus chastes et beaucoup plus à l'ancienne. Donc les double mixtes des JO de 1924 qui se dérouleront du côté de Paris. Et à la fin de sa carrière, donc comme j'ai dit, il deviendra banquier.
Et du coup, bah, pareil, il décède en 1968 à 77 ans. Les deux seront intronisés au tennis, au Hall of Fame tennistique, International Tennis Hall of Fame, 1957 pour Richard Williams et 1969, c'est ça pour Carl Burr. Du coup, voilà, je trouvais que l'histoire était assez particulière pour se rescaper, puisqu'il a frôlé la mort à plus d'un titre. Euh, sur l'événement le plus marquant, peut-être un des événements les plus marquants du XXe siècle, puisque bon, il y a toujours eu cette légende par rapport au Titanic qui a été bien renforcée après par le film de James Cameron. Donc voilà, je trouvais que pour une première présentation d'un portrait de légende, j'ai pas pris l'histoire la plus joyeuse évidemment. J'essaierai d'en prendre aussi des qui font moins froid dans le dos. Euh, je pense qu'on peut tous imaginer le courage qu'il a fallu pour survivre dans une eau glacée comme ça, assez, assez longtemps, parce on parle pas de quelques minutes, on parle vraiment de plusieurs heures dans une eau à moins 4 degrés. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle histoire pour commencer ce nouveau format. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire un petit retour à ce sujet-là. Ce serait toujours enrichissant de savoir ce que vous en avez retenu. Du coup, bah voilà, on va conclure cette fan zone numéro 3 sur cette note emplie d'espoir, puisque bah, même quand ça s'annonce mal barré, vous voyez qu'il a réussi à s'en sortir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, évidemment un très bon match de l'équipe de France pour ceux qui auront le loisir de la regarder. Comme promis, on fera un petit débrief normalement lundi pour faire un petit retour sur les différents matchs. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!